Chers téléspectateurs de Canal 3 Télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Zone Franche de ce dimanche. Votre émission de débat et d'analyse reçoit pour vous un éminent politique. Il s'agit de Théophile Yaro, c'est un acteur majeur de la vie politique béninoise. Alors que notre pays célèbre ses 65 ans d'indépendance, eh bien, mesdames et messieurs, plusieurs questions se bousculent et taraudent nos esprits. Qu'avons-nous accompli en plus d'un demi-siècle? La démocratie a-t-elle tenu toutes ses promesses? Et quel regard peut-on porter sur le chemin parcouru et surtout où allons-nous? Nous allons poser toutes ces questions à notre invité du jour, Monsieur Yaro. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes ancien ministre d'État, ancien député également, membre de la direction exécutive nationale et du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau UPR. Avec vous, nous allons explorer en profondeur la gouvernance, le développement, l'évolution de la vie politique et bien sûr la signification de cette célébration du 1er août pour le Bénin d'aujourd'hui et de demain, ainsi que l'organisation des festivités auxquelles vous avez pris part cette année. Restez avec nous, mesdames et messieurs, pour suivre ce débat qui promet d'être riche en révélations, en analyse, avec mon collègue Éric Guédeno. Éric, bonjour. Bonjour, Franck Arnaud. Monsieur Théophile Yarou, bonjour. Bonjour. Eh bien, ce nom n'est plus à présenter. Ancien ministre, Franck l'a relevé, membre de la direction exécutive nationale du parti Union progressiste Le Renouveau. Vous êtes aussi membre du bureau politique de ce même parti. Merci vraiment d'être avec nous ce dimanche matin. Déjà, très bonne fête de l'indépendance à vous. Merci. Et merci également de m'avoir invité. Comme je l'ai toujours dit à chaque fois que je suis ici, Canal 3, c'est, si je ne vais pas dire la meilleure chaîne de notre pays, mais vraiment c'est un cadre. Quand je viens ici, je suis très content. Et merci beaucoup. Alors, vous avez disparu de la scène publique, pourquoi? Cela fait un moment quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on peut le dire comme ça, mais c'est une position de recul pour mieux sauter. Est-ce que vous voyez? Et lorsque vous avez été sur le feu de l'action et que par la force des choses, il y a une nouvelle équipe qui s'installe, eh bien la sagesse recommande que on puisse laisser la nouvelle équipe travailler, faire la démonstration, se révéler, faire ce qu'elle peut faire, et sans qu'elle ne soit véritablement gênée. Mais il faut dire que très tôt, j'ai rejoint l'Union progressiste Le Renouveau, et depuis, je ne suis plus totalement absent quand même, mais plutôt absent des caméras, mais sur le terrain, je continue de travailler. Voilà. Et au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, comment les choses se passent? Eh bien, les choses se passent très bien. Est-ce que vous n'êtes pas vu comme un ancien ministre de l'ancien système? Non, je n'ai pas cette impression. Je n'ai pas cette impression. D'abord, pour être vu comme un ancien ministre de l'ancien système, il faut se comporter soi-même comme ça. Et puis moi, je ne me suis pas comporté comme ça. Je suis très à l'aise. Et il faut dire que au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau, le parti est organisé de telle sorte que chacun à son échelle a ses attributions, a ses activités et peut les mener dans le cadre de l'organisation même du parti, de la structuration même du parti. Et donc, par rapport à cette structuration, je ne me trouve pas évidemment au niveau où je pourrais être vraiment sur le feu des radars, sur les caméras, mais à mon niveau où je suis en train de travailler conformément aux orientations du parti. Voilà donc ce que je peux dire. Donc franchement ça va. Vos anciens camarades ne vous reprochent pas de les avoir abandonnés, dont la majorité aujourd'hui est du côté du parti Les Démocrates? Je n'ai plus de contact avec mes anciens amis. Bon, évidemment. C'est la politique qui nous amène à vivre ces distances. Malheureusement, cette dernière décennie, c'est ce à quoi nous constatons. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Depuis que moi j'ai quitté le parti FCBE, d'abord depuis la scission du FCBE en deux ailes, je n'ai plus de contact avec l'autre aile jusqu'à maintenant.
Et encore, quand j'ai décidé de quitter également FCBE, version actuelle, eh bien, les contacts sont coupés. Mais il arrive qu'on se retrouve dans la vie et puis dans la circulation, on se salue. Pour échanger quelques mots. Pour échanger quelques mots, et puis c'est tout. Alors, la décision de rejoindre la majorité, comment elle a été cuisinée, comment elle a été prise, un peu contraignant, ça a été, disons, forcé. Comment vous en êtes arrivé là? D'abord, la décision de rejoindre la mouvance, pas l'UP, la mouvance. La mouvance parce que, au regard de réformes, et surtout de la réforme sur le système partisan, mon groupe politique s'est réuni et a pris la loi. Et nous avons analysé la loi. Et nous avons compris l'objectif du système partisan. Et j'avais animé cette réunion et je faisais comprendre aux collègues que cette réforme-là, cette vision-là, est la mienne. C'est ce à quoi nous devons aller. Nous devons faire en sorte que ce petit pays, même si nous sommes grands du point de vue de notre fierté, du point de vue de notre souveraineté, mais avoir plus de 200 partis politiques dans un pays comme le nôtre, pour moi, c'était déjà une aberration. Et donc, déjà moi-même et notre groupe politique voulait et a soutenu cette réforme lors du séminaire parlementaire qui a été organisé, vous vous rappelez, où le diagnostic a été posé. Donc, nous sommes restés vraiment dans cette ligne-là et on a dit, nous devons soutenir cette réforme. Alors, si nous devons soutenir la réforme, est-ce que le parti que nous venons de créer, ELENA, nous permet effectivement de pouvoir rassembler tout le pays et de constituer un bloc viable politiquement à la lumière de cette loi? On a été objectif. On a dit ce n'est pas possible. Le mieux, c'est d'aller vers des regroupements. Et notre première démarche, puisque à l'époque nous étions dans l'opposition, c'était donc de demander à nos autres collègues de l'opposition d'initier cette démarche-là pour que l'ensemble de l'opposition se réunisse. Nous avons tenu cette réunion-là chez le doyen Rodé, en présence de tout ce que vous connaissez de l'opposition aujourd'hui, et même de mon frère Joël Aïvoire. Nous étions tous chez lui. Et à l'issue de cette réunion, nous avons compris que les autres n'ont pas encore compris l'objectif de cette réforme. Et donc, par conséquent, nous nous sommes dit, écoutez, nous sommes obligés d'aller vers ceux qui ont compris qu'il faut faire ça pour le bien de notre pays, qu'il faut faire ça pour assainir la vie politique. Et voilà pourquoi nous avons décidé d'aller vers la mouvance. Donc, ce n'est même pas d'abord la mouvance qui est venue vers nous. Ensuite, quand nous avons fait notre déclaration, la mouvance nous a approchés, les deux partis de la mouvance nous ont approchés, les deux principaux partis, je veux dire, et nous avons décidé d'aller vers l'UP parce que nous pensons que nous avons plus d'affinité avec les gens de l'UP, nous avons la possibilité de nous faire entendre au sein donc de cette formation politique, et le projet de société de ce parti correspondait point par point, point pour point, à notre projet de société. Donc voilà pourquoi nous sommes allés à côté de l'UP. Pourquoi pendant 10 ans vous avez occupé, enfin, si je parle de l'ancienne mouvance présidentielle, vous avez occupé une position assez stratégique, ministre d'État à l'époque, vous n'avez pas pu faire entendre raison à vos pairs d'alors, au président de la République et à tous vos collègues qui étaient députés, et ainsi de suite, pour mener une telle réforme? Et pourquoi c'est seulement après que vous avez été subitement illuminé pour comprendre que la réforme du système partisan était la meilleure pour notre démocratie? Non, si vous vous rappelez, même dans les discours officiels du chef de l'État d'alors, il a annoncé la réforme sur le système partisan. Et lui-même avait dit qu'il faut aller au Bénin, il faut aller au plus 3 ou 4 partis politiques dans ce pays. Il y a des discours, il y a des audios qui sont encore là. Mais malheureusement, quand on se retrouve dans l'opposition, on fait opposition pour opposition. Sinon, c'est déjà notre idée aussi. Et le diagnostic également, nous avions fait le même diagnostic. C'est d'ailleurs ce diagnostic qui nous a permis en temps de mettre sur pied la FCBE, qui était l'ensemble d'une union de forces, de diverses forces qui soutenaient la mouvance, et on voulait en faire un parti politique. Et quand on a fini les 10 ans,
sauf, je ne voudrais pas faire de fausse modestie pour dire, c'est moi qui ai initié la création ou la transformation de l'Alliance en parti politique. Et je sais ce que ça m'a valu. Parce qu'au départ, il y avait des gens qui étaient contre. Qui ne voulait pas. Qui ne voulaient pas. Même le président lui-même ne voulait pas. Il avait ses raisons, c'était J'ai dit non. Mais écoutez, nous avions dit que dans ce pays, il faut réduire le nombre de partis politiques. Vous l'avez chanté plusieurs fois. Maintenant que nous sommes à la fin, il faut capitaliser les acquis. Et pour moi, transformer l'Alliance FCBE en parti politique FCBE, c'était la meilleure façon de capitaliser. Mais il y avait d'autres personnes qui disaient non. Si on faisait comme ça, on n'aurait pas tout le monde. Des gens vont dire, bon, on a combattu FCBE, nous ne pouvons plus être FCBE. Mais nous avons foncé. Jusqu'au dernier jour, il y avait des gens qui sont aujourd'hui, qui se réclament des démocrates, qui font les vrais trucs, mais qui ne voulaient pas. Mais c'est la vie politique. Donc voilà. Donc ce n'était pas une idée nouvelle pour nous, et surtout pour moi, parce que il faut le dire, hein, moi j'ai eu à suivre des hommes politiques. Je voudrais vous dire que l'idée même de cette réforme du système partisan est partie, je crois, la première fois que je l'ai entendu, c'est de la bouche du ministre Bruno Amousseau. Pendant qu'il était encore au pouvoir, pendant qu'il était encore ministre. Il voulait des grands rassemblements comme celui que nous observons au niveau du Ghana, par exemple. Il a dit, lors d'une conférence de presse, je crois, en tout cas, il a animé quelque chose à laquelle j'ai participé. Je n'étais pas de son parti politique. Et je trouvais que, vraiment, c'était des idées panafricanistes. Parce que les gens qui pensent aujourd'hui qu'on parle de panafricanisme, ils veulent être panafricanistes, et dans le même temps, ils refusent des grands rassemblements, des partis forts dans le pays. Bon, il y a un peu de contradiction quand même. Entre au niveau de ces gens-là, par exemple. Et à votre avis, le Bénin a-t-il eu raison d'adopter cette réforme-là au regard des résultats qu'elle donne aujourd'hui? À l'intérieur des partis, on apprend beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées, beaucoup de partis qui ont dû fusionner pour marcher ensemble. Oui. Est-ce que véritablement ça conduit le Bénin à un bon port? Tout à fait. Non seulement ça permet de faire des économies d'échelle, parce que moi je suis un homme politique, je sais ce qui se passait. J'ai vécu la période de Kérékou II. Je sais comment on nommait les ministres. Alors, dites-nous justement comment ça se passait. Parce que quand on fait le procès du système qu'on avait avec l'ensemble des partis politiques, et on pense que la réforme du système partisan, c'est ce qu'il y a de meilleur, on ne nous dit pas ce qu'il y a dans le fond. Qu'est-ce qui se faisait de si temps et qui est mauvais et qui est tant décrié pour qu'aujourd'hui, cette réforme nouvelle ait le salut? D'abord, depuis le lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation, les partis qui se sont créés, s'étaient créés sur la base des idéologies. Mais très tôt, nous avons constaté une prolifération de partis politiques qui s'étaient créés sur la base des mêmes idéologies, ou même parfois sans idéologie. Est-ce que vous voyez? Mais que le système permettait donc de se retrouver au Parlement ou dans les conseils communaux, alors qu'ils n'ont aucune idéologie. Aucune idéologie, sauf leur propre intérêt personnel. C'est-à-dire que l'intérêt général n'était pas leur problème. C'est comment je fais pour avoir ma part de gâteau État, c'est-à-dire le gâteau État. Comment je fais? Et quand je vous disais tout à l'heure que j'ai vécu un peu la Kérékou II, les ministres étaient nommés par les instances du parti. C'est eux qui désignaient, qui faisaient des propositions. Et le président Kérékou choisissait parmi les propositions fournies par les différents partis politiques. Et c'est la même chose. En retour, le soutien politique. En retour, en échange de leur soutien politique. Et c'est la même chose au niveau de tout ce qui est poste politique. Les directions générales, les ambassades, etc. Donc, tous ces postes-là étaient négociés en échange d'un soutien politique. Donc, c'est une forme de partage systématique et systémique du gâteau État. Est-ce que vous pensez qu'on peut se développer sans idéologie, sans vision claire, sans stratégie claire? Est-ce que vous pensez cela? Donc,
Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec le système partisan, étant donné que la plupart de ces partis politiques ne se différencient pas par rapport à leur idéologie, mais quel est l'objectif d'un politicien? C'est le développement de la nation, c'est le bien-être des populations. Ah, dites-moi quel parti politique au Bénin n'a pas ça comme objectif? Alors, pourquoi on ne peut pas alors se mettre ensemble pour travailler si on a les mêmes idées? Est-ce que vous voyez? On peut avoir les mêmes idées et ne pas avoir les mêmes approches. On peut, ou la manière d'y aller. Dans ce regroupement, dans cette union. Et c'est peut-être ce qui fait la différence entre l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain. Non, il n'y a même pas de différence. Moi, j'ai écouté le président de la République. Avec les jeunes. Avec les jeunes. Mais franchement, j'ai regardé ça de façon studieuse. Je suis resté concentré face à mon écran de télévision. Parce qu'il donnait des arguments. C'est comme si c'était moi qui lui envoyais des fiches connaissant l'homme. Vous êtes retrouvé dans son discours. Tout à fait. Alors, M. Yaro, vous avez dit que la raison fondamentale de votre migration vers la mouvance, c'est cette réforme-là. Oui. C'était la seule, parce que beaucoup ont dit à l'époque que vous avez fait preuve d'ingratitude, vous n'avez pas été loyal, que c'était pour aller à la source, vous n'arriviez plus à tenir, parce que de l'autre côté, les sources étaient fermées, ainsi de suite. Mais vous dites que la raison principale, c'est la réforme du système partisan. Qu'est-ce que vous nous cachez? Est-ce que depuis que je suis retourné à la mouvance, vous avez entendu que je suis allé négocier un poste politique quelque part? Mais le président Talon, il est là. Demandez-lui si j'ai demandé audience pour le rencontrer afin que... Vous ne viendrez pas dire ça sur la place publique. Si le président doit vous rencontrer, pas forcément à son cabinet. Demandez alors au président de mon parti si un jour je suis allé vers lui pour dire président, vraiment ma situation là, il faut voir. Non, vous connaissez. D'abord, ceux qui disent que je n'ai pas été loyal. Surtout envers l'ancien président Boni. Je défie quiconque de ceux qui sont là aujourd'hui qui ait pu être plus loyal que moi envers le président de la République. Il y en a qui sont encore là, qui n'ont pas quitté. Tous ceux qui sont là, ils n'ont pas quitté. Mais moi, c'est le président qui m'a quitté. Ce n'est pas moi qui ai quitté le président. Comment ça s'est passé? Écoutez, le président de la République, le président Boni Yaye, la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2003. En 2003. J'étais un fonctionnaire d'un projet financé par la Banque mondiale. Oui. Et il m'a rencontré. Il m'a dit sa vision politique. Parce qu'il était très actif au sein de Fa-Alafia. J'étais un jeune très, très actif. Donc, et d'ailleurs, la première déclaration de soutien du parti Fa-Alafia a été faite par la jeunesse Fa-Alafia à travers ma modeste personne. Est-ce que vous voyez? Mais de soutien à la candidature du président Boni Yaye en 2004. Et depuis ce temps, demandez au président de la République si j'ai vraiment manqué non seulement à mes devoirs politiques, aussi si j'ai seulement manqué à l'assister à tout sur mes propres fonds. Parce que je viens de vous dire que je travaillais. Hein. La campagne de 2006 demandait à n'importe qui, même les militaires qui sont devenus présidents aujourd'hui, qui suivaient le président Boni Yaye, les généraux qui sont par exemple généraux, c'est mes véhicules propres que j'ai utilisés. Demandez à l'actuel directeur général de la CEB qui est à Lomé. Demandez-lui, c'est moi qui fournissais et le véhicule et le carburant. Et je l'ai soutenu jusqu'aux élections de 2006. Je l'ai soutenu en 2011, je l'ai soutenu jusqu'à la fin de ces 2 mandats constitutionnels. Vous avez été récompensé. Mais écoutez, on ne peut pas faire la politique comme ça quand même sans bénéficier. Pourquoi? J'ai été récompensé et je lui sais gré de cela. Je le remercie pour ça. Mais ce que je dis, quand je dis que je n'ai pas quitté, en réalité, quand vous avez une équipe comme ça, je vois que malheureusement le président actuel dit la même chose, mais quand les gens vous portent pendant, ils vous ont été loyaux et fidèles pendant un certain nombre de temps, quand vous voulez choisir la suite, le minimum, c'est de les consulter. Si vous ne voulez même pas prendre parmi eux pour vous remplacer, donc le casting qui a été fait en 2016 n'est pas de votre goût. Tout le monde le sait, dans le gouvernement, tout le monde savait que je n'étais pas d'accord. Et lui-même sait que c'est au dernier moment à Banikwara, lors de la remise des machines agricoles, qui m'a mis devant le fait accompli et j'ai accepté.
Et quand j'ai accepté, j'ai mis au défi tous ceux qui soutenaient aveuglément. Et je leur ai dit, j'attends qui va faire meilleur score de soutien au président Zinsou que moi. Dans la région septentrionale. Mais nous avons battu toutes les oppositions à Parakou. Mais à Parakou, où les gens disaient que même si c'est un mouton ou bien un crapaud, les gens vont voter. Mais le président Biachadé nous a battus. Vrai ou faux? C'est exact. Alors, aujourd'hui, quelles sont vos relations avec Boni Yayi? Bon, je ne sais pas. Puisque je viens de vous dire que je vous ai dit que depuis 2020, on n'a pas eu de contact. Voilà. Mais moi, je ne le tiens pas dedans, parce que c'est la politique. Je sais ceux qui ont fait ça. Bon, mais écoutez, la vie continue. Quelle politique va être la suite, puisque aujourd'hui, il est la tête d'une formation politique qui sans doute va se retrouver sur le terrain, dans la même circonscription que vous. Comment les choses vont se dérouler? Non, je l'ai déjà affronté une fois. Bon, je ne sais pas pour la prochaine fois, mais ils savent que lui-même, j'ai vu, ils ont écrit même que c'est seulement dans mon Bembeleke seul que je suis puissant. Je rends grâce à Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même contexte. Nous sommes dans la réforme du système partisan. Il faut voir les choses globalement. Voyez? Donc, nous sommes là globalement à faire le combat d'idées sur le terrain et à montrer aux populations où se trouve l'intérêt du pays et pas ricocher l'intérêt de la population. Parce que nous avons fait ce que nous avons pu. Nous avons travaillé. Le président Boni Yayi a travaillé. Nous l'avons accompagné. Même le président Talon l'a accompagné. Mais nous voyons aujourd'hui ce qui se passe. C'est nettement au-dessus de ce que nous avons fait. Et la sagesse aurait voulu qu'on reconnaisse vraiment que l'actuelle équipe a fait mieux que l'ancienne équipe. Ça là, c'est l'honnêteté intellectuelle qui nous... Monsieur le ministre, ce sont les mêmes hommes que Talon a réunis autour de lui pour avoir ces résultats. Qu'est-ce qui ne marchait pas véritablement en votre temps? Vous savez ce qui fait le développement d'un pays. Vous connaissez les facteurs de production. Le premier facteur de production, c'est l'homme. Ensuite, peut-être le matériel. Mais il y a un dernier facteur que j'appelle, ou que nous appelons aujourd'hui le leadership. La capacité à mettre en musique l'ensemble des autres facteurs pour produire et être productif aussi. Je ne sais pas ce que vous comprenez ce que je dis. C'est à ce niveau que le président Talon a fait la différence. Les mêmes hommes, il les a pris et les a managés de manière à ce qu'ils ont donné plus de résultats. C'est la capacité de chacun d'entre nous. Ça, parfois, c'est des dons naturels. Parfois, c'est les connaissances acquises et les expériences antérieures. Est-ce que vous voyez? Le président Talon a évolué dans un secteur où c'est le profit, rien que le profit. Où c'est le résultat, rien que le résultat. En revanche, mon ancien patron, il n'a pas évolué dans ce secteur. Il a évolué dans un secteur administratif, comme moi aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, où on peut faire des résultats, comme on peut ne pas faire de résultats et justifier. Alors que l'autre, s'il ne fait pas de résultats, il met les clés sous paillasson. Votre ancien patron, tel que vous le désignez, les critiques qu'il formule assez souvent sur la gouvernance de Patrice Talon, c'est le déficit de démocratie, c'est le déficit des questions de liberté individuelle. Vous qui êtes aujourd'hui dans la mouvance, est-ce que vous voyez les choses de la même façon? Je peux dire que, quelque part, on peut dire oui, parce qu'il y a encore des défis à relever dans ces domaines-là. Mais je ne voudrais pas que les gens confondent l'ordre, la discipline et l'anarchie. Ce n'est pas la même chose. La démocratie, et lui-même il avait dit, la démocratie ce n'est pas de l'anarchie. La démocratie c'est à la fois, ou plutôt la liberté d'expression, c'est aussi la responsabilité. Et c'est ce que je pense le président. Est-ce que c'est ce qu'il voulait dire en parlant de démocratie Nescafé? Tout à fait. Tout à fait. Mais aujourd'hui, quand vous parlez, on vous dit de répondre face à vos propres propos. Et on trouve qu'il n'y a pas de liberté. Est-ce que quelqu'un vous a empêché une fois de critiquer le président Talon? Moi, je vois les gens critiquent. Ils n'ont jamais été interpellés. Mais quand ça arrive à des affabulations, des injures, des choses que même le béninois, dans notre propre culture, ça n'existait pas. Moi, j'ai grandi, je ne pouvais même pas
m'approcher des élèves de la classe supérieure. Même en ville, vous les voyez, vous les saluez avec tout le respect qu'il faut. Aujourd'hui, l'enfant qui n'a même pas l'âge de ton petit-fils se lève, il vous injurie proprement, il dit des choses qu'il ne connaît pas. Et on l'appelle maintenant pour justifier, on dit qu'il y a restriction de liberté. Oui, moi je pense qu'il y a plutôt effectivité de l'application des lois. Lorsque les lois sont appliquées effectivement, le citoyen va sentir qu'il y a une forme de restriction. Mais lorsqu'on n'applique pas les lois, c'est la même chose pour les partis politiques. On avait dit que le ministère de l'Intérieur devait faire périodiquement le point, et puis les partis qui n'ont pas participé à 2 élections consécutives, on les sort. Est-ce qu'on a appliqué? Qu'est-ce qu'on a observé? De l'anarchie. Alors, vous avez parlé des jeunes tout à l'heure, à la rencontre avec les jeunes au palais de la Marina. Vous avez l'impression que Talon a touché le cœur du problème pour mettre les jeunes, disons, face à leurs responsabilités pour développer le pays. Qu'est-ce que vous avez retenu de son message? J'ai regretté que ce rendez-vous-là, que c'est maintenant que ça vienne. Franchement, j'ai regretté. Quand j'ai écouté le président de la République, et même je sais que la plupart de ces jeunes-là, s'ils avaient eu l'occasion de rencontrer le président Talon avant, ils ne se seraient même pas comportés comme ça. Parce qu'il a démontré par A plus B que ce qu'il fait, il le fait non seulement de bonne foi, mais il le fait pour le bien de tout le monde. Vous avez vu quand il dit par exemple de gracier ceux qui sont en prison. La première personne qui a négocié la grâce présidentielle auprès du président Talon, c'était moi. Au profit de plus de 200 jeunes qui avaient été arrêtés et détenus. Et le président avait accordé. Il a accordé. Il avait même il nous avait même dit que certains qui n'avaient pas commis des crimes économiques, qui n'ont pas détourné et que ces faits sont établis, pouvaient rentrer. Mais on les a appelés, ils ont dit qu'ils ne rentrent pas parce qu'ils veulent rester à l'extérieur pour mieux peut-être embêter le gouvernement. Bon, c'est leur choix. Après cela, nous, en tout cas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je m'étais retiré un peu, mais il a encore gracié une seconde fois. Et les gens sont sortis. Bon, on demande une 3e fois. Et quand on demande, on ne rappelle même pas que le président avait déjà gracié des gens. Et on fait croire que c'est quelqu'un qui est sanguinaire, qui détient les jeunes en prison. On oublie facilement qu'on a gracié. Même quand vous faites des démarches pour qu'on leur accorde la grâce présidentielle, mais à leur sortie, ils ne vous appellent même pas. Ils ne vous disent même pas merci. Vous avez l'impression que le discours que tient aujourd'hui l'opposition n'est pas de nature à changer les mentalités, que ce discours-là devrait quand même être revu? En fait, je constate là qu'il y a différence de niveau de débat. Le niveau de débat, le président Talon a mis le niveau très, 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 très haut. Les gens ne se retrouvent pas. Ah oui? Mais ils ne se retrouvent pas. Pourtant, on a vu Guy Mitopé au palais de la qui a eu des échanges assez fructueux. Est-ce que vous avez vu que quand il y a eu cette confrontation, est-ce que vous avez constaté que Guy Mitopé a perdu son éloquence? Parce que lui-même, il a touché des choses du doigt. Quand on dit aux jeunes d'aller dire dans les villages, aux producteurs de ne pas vendre leur production aux usines du Bénin, et que des gens comme par exemple Guy Mitopé relaient cela, des gens qui sont appelés à gouverner un jour, et qui savent comment on calcule la richesse nationale, qui savent comment on calcule le PIB du Bénin. Et c'est ces gens-là, et même des économistes, qui conseillent à nos parents de ne pas vendre et de faire sortir frauduleusement leur production. Quand j'entends ça, je dis que c'est de très bas niveau. Ils le disent peut-être pour aider ces personnes à rentrer en possession de leurs fonds après une production. C'est bien le droit. C'est pas ce qu'ils disent. D'accord. Moi-même, j'ai même écrit une fois au ministre des Finances, je ne sais pas s'il a reçu, pour lui dire, non seulement la taxe qu'on avait mise sur le soja était très élevée, j'ai écrit ça. 2, j'ai dit que le fait de mettre peut-être les barrières n'était pas, pour ma part, c'était pas la meilleure solution, mais qu'il fallait rencontrer les responsables des organisations paysannes pour leur expliquer pourquoi. Et que les gens vont comprendre.
Parce que quand vous n'expliquez pas aux populations, celui qui vient leur dire des mensonges ou des médisances pour simplement les tirer vers eux, c'est ce que les paysans ont entendu là, c'est ça qu'ils retiennent. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Alors, donc pour moi, il y a une différence de niveau. Vous avez vu avec quelle efficacité, quelle perspicacité que le président a expliqué comment, par exemple, entre l'emploi, entre l'employé et l'employeur. Mais s'il n'y a pas de travail, est-ce qu'il peut y avoir d'employé? C'est ça, c'est l'emploi qui crée l'employé. On dit, il faut faire en sorte que l'environnement des affaires dans notre pays soit amélioré et rassurant pour les investisseurs privés. Si vous ne mettez pas en place des politiques qui attirent les investisseurs privés, comment les gens vont venir installer des entreprises qui vont créer de l'emploi? L'État est limité dans la création de l'emploi et l'État ne fait que renouveler en réalité. Les gens vont à la retraite, on renouvelle, etc. etc. Bon, donc, si l'État aussi est un État, on a des gens dynamiques à la tête de l'État, ils peuvent créer, par exemple, des opportunités d'emploi. Oui. Mais nous avons vu des décennies où l'État est resté statique. L'État ne créait plus d'emplois. L'État voulait même se débarrasser des employés. Allez, monsieur le ministre, nous allons évoluer. On vous permet de prendre une gorgée d'eau, le temps de continuer sur la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays riche. Absolument. Le ministre était justement... Vous l'avez suivi. J'ai vu les images ce 1er août à la télévision. Vous y étiez tout en blanc, tout de blanc vêtu. Allez, quelles sont vos premières appréciations de l'organisation? Ça fait la 10e organisation à l'actif du président Patrice Talon. Comment vous voyez les choses? Eh oui, c'est la première fois que je participe en direct comme ça au défilé du 1er août. J'avoue que j'ai été émerveillé. Émerveillé sur tous les plans. Sur le plan organisationnel. C'est-à-dire que, et sur le plan du respect du timing. J'ai été émerveillé. J'ai été émerveillé par tout le travail qui a été fait et qui a abouti à vêtir nos militaires de si belles tenues. Ils étaient vraiment tout beaux. J'ai été émerveillé par l'installation technique. Et j'ai été émerveillé par la beauté de l'environnement dans lequel cette fête s'est déroulée. Franchement, je peux dire que c'est l'une des meilleures, ou même la meilleure fête de l'indépendance à laquelle j'ai participé. Franchement, il faut le dire. Le défilé, les personnalités, il n'y a pas eu de flottement quelque part. Qu'est-ce que nous voulons encore? Est-ce que selon vous, cette célébration est un moment de simple commémoration ou un véritable outil de renforcement de l'unité nationale? Très bien, merci beaucoup. Vous avez déjà répondu. En fait, c'est l'objectif d'abord de toute fête. Pourquoi en fête? Pourquoi on commémore? Fêter, c'est une occasion de renforcer l'amitié, même entre amis ou même au sein d'une famille. C'est ça, la fête. La fête a une valeur morale, symbolique, c'est le renforcement des liens sociaux, des liens culturels, des liens d'affaires, de beaucoup de choses. Des liens politiques aussi. Des liens politiques aussi, parce que, évidemment, est-ce que vous voyez donc le renforcement de l'unité nationale? Et quand je constate que malheureusement, certains se décident de ne pas participer. Moi, j'ai toujours voulu participer. Et donc, vous regrettez l'absence de l'ancien président Yahi Boni, oui, l'absence de l'ancien président de Dole Soglo? Oui, je peux peut-être concéder au président Soglo le poids de l'âge. Mais je sais que ce qui fait que je lui concède cela, je l'ai vu faire le tour donc, du Bénin. Récemment. Ça, c'est l'attitude d'un ancien chef d'État. Vous le voyez, Yahi Boni fait la même chose?
Et d'ailleurs, c'est peut-être l'un des points de discorde avec lui. J'ai demandé au président Boni Yayi d'être au-dessus de nous tous, même au-dessus du président Talon. Je le lui ai demandé. Ce n'est pas l'occasion pour moi de parler d'un certain nombre de choses. Oui, pourquoi à votre avis ne se met pas dans cette posture-là? Il a été, je ne sais pas, mais il a été président de tous les Béninois et non président d'un parti. Et aujourd'hui, il est opposant. Un opposant n'est aujourd'hui pas acclamé, aller applaudir les œuvres de celui à qui s'oppose. Je me rappelle ici sur votre plateau que j'ai dit que je n'aime pas le mot opposition. C'est les Blancs qui nous ont mis dans cette affaire pour dire opposez-vous. On en est encore là. On dit opposition, on dit mouvance. Vous avez dit mouvance. Et vous aimez le mot mouvance? J'ai dit mouvance. Je n'ai pas dit en face une opposition. D'accord. D'abord, je me demande si c'est parce que les gens ne sont pas en mesure de pardonner qu'ils se soustraient de cette occasion unique de fierté de notre pays. Si les gens voudraient nous faire l'historique de notre pays, vous allez voir que depuis la période coloniale, les Béninois ne se connaissaient pas tous, mais tous ont lutté, chacun à son niveau, pour avoir l'indépendance. Pour rejeter d'abord l'installation du colon dans la zone. Puis ensuite, tous ont compris que il y a eu des luttes de part et d'autre. Puis après, on est devenu un seul et même pays. Et le premier président de ce pays, c'est Hubert Manga, qui est venu de très très loin pour venir briguer la magistrature suprême ici à Cotonou, à Porto-Novo. Quelle preuve d'unité. C'est ça la fierté que nous devons refléter aujourd'hui. Mais ça n'est pas la première fois. Au temps de Tison Boni Yayi, il est arrivé que des opposants refusent de participer pour donner un message, pour donner un signal, pour essayer de se faire entendre sur un certain nombre de points. Il faut nuancer. Si à l'époque les opposants se refusaient d'aller ou de se présenter à cette fête, c'est qu'il y a un débat à l'Assemblée nationale, des questions sur lesquelles les gens ne se sont pas entendus et les gens veulent faire pression sur le président. Aujourd'hui, ce n'est pas des questions qui manquent. C'est pas le cas. Qu'il faut faire revenir les exilés politiques, même si dans la mouvance, ces thèmes-là ne sont pas de votre goût, et qu'il faut organiser une conférence, dialogue national, il faut revoir le code électoral, il faut. Oui, il y a beaucoup de points qui sont en suspens. Vous savez, je vous ai dit que j'étais à l'avant-garde de cette opposition à un moment donné. Vous savez ce qui est dans le dialogue national? Ça, c'est des idées des communistes qui sont tapis dans l'opposition. C'est des idées de... Et puis, il n'y a pas de contenu. Non seulement qu'il n'y a pas de motivation pour... Mais eux-mêmes n'ont pas de contenu. Qu'est-ce qu'on va faire dans un dialogue national? Quel est le problème qui se pose dans le pays? Dites-moi. Pourquoi un dialogue national? Pourquoi l'opposition gouverne alors que c'est quelqu'un d'autre qui a le pouvoir? Pourquoi? J'ai dit, quand j'étais là... C'est pas ce que demande l'opposition. Il y a des points sur lesquels nous devons échanger. C'est au Parlement. Sur la table pour qu'on en discute. C'est au dialogue national qu'on fait ça. C'est au Parlement qu'on fait ça. Quand vous n'êtes pas majoritaire au Parlement, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons fait ça nous aussi quand on était là. Ils doivent tout subir. Les gens demandaient le dialogue national, vous savez, vous vous rappelez? L'Union fait la nation. Est-ce qu'en notre temps, on a organisé ça? Une deuxième conférence. Pourquoi? On veut changer l'idéologie, enfin l'orientation, la forme républicaine du pays? Non, c'est des choses comme ça, des questions majeures qui doivent nous amener. C'est vrai que les élections constituent une question majeure. Il faut mettre en place un système transparent. Mais lorsque le système est transparent, c'est et opposition et mouvance qui sont soumis à la même loi. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc pourquoi aller à la... Vous pensez, c'est le cas aujourd'hui, est-ce que le système est transparent? Est-ce que ça rassure tous les acteurs? Mais bien sûr, si, moi ça me rassure. D'accord. D'abord ça me rassure parce que je veux que notre pays arrive dans notre pays, que les fils de l'Est, de l'Ouest, du Nord, au Sud puissent travailler ensemble. C'est très dangereux
que de faire croire qu'un parti est de telle région ou majoritairement de telle autre. C'est très dangereux pour la formation d'une nation. C'est en cela que moi je salue cette réforme. Et c'est en cela que je salue la rigueur du président Talon, qui tient à ce que tout le monde aille sur la base de cette loi. Et donc, vous regrettez l'absence de ces enseignants? Moi je regrette. Je regrette parce que je me dis, quel que soit ce qui se passe entre la mouvance et l'opposition, je ne veux même pas parler entre les personnes, même si c'est un point de personne, quand il s'agit de la fête nationale, il faut y aller. Aller et même refuser de saluer le chef de l'État. Lui montrer que vous êtes là, non pas à cause de lui, mais à cause du pays. C'est ça, le patriote. Chacun On n'est pas patriote. Chacun a son mode opératoire. Non, on n'est pas patriote parce que quelqu'un que j'aime est au pouvoir. Non, on est patriote, quel que soit celui qui est au pouvoir. C'est ça ce que moi je demande. Et quand on a été chef d'État, président de tout un peuple, c'est ça qu'on doit faire. Montrer qu'on est au-dessus de certains clivages. De la mêlée. Écoutez, on va parler un peu du thème de la célébration qui a été centré sur la souveraineté nationale, la stabilité politique et le développement du pays. C'est sans doute un moment de réflexion sur le chemin parcouru depuis 1960 qui se projette également vers l'avenir. Ce thème-là, pour vous, comment doit-on l'appréhender? Pour moi, c'est encore des défis à relever. C'est des défis à relever, mais il y a de bonnes perspectives. Et ces perspectives aujourd'hui, ça se dessine clairement. Contrairement aux autres années, on ne sait pas sur quel pied ou sur quelle piste il faut continuer la marche vers le développement. Aujourd'hui, nous savons. La perspective pour moi, c'est de renforcer les réformes qui sont en cours et qui, disons, qui concourent à améliorer l'environnement des affaires. C'est aussi pour moi de continuer à optimiser l'investissement. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple dans le domaine de l'électricité, il faut faire des études de manière à permettre qu'on puisse avoir de l'électricité qui propulse l'industrie naissante. Parce qu'aujourd'hui, en plus des services sur lesquels le pays se basait, aujourd'hui, il y a un début d'industrialisation. C'est un défi majeur. Il faut aller vers l'industrialisation du pays. Donc, pour moi, il y a des réformes à faire. Et c'est de cela qu'il est question. C'est ce que le thème est en train de dire. Donc, continuer, renforcer ce qui est en cours. Si nous arrêtons ce qui est en cours, nous allons revenir à notre ancienne manière de faire et le pays va prendre un coup d'arrêt en matière de développement. Nous sommes dans la dernière partie de cette émission. On va faire un petit bilan. 65 ans après l'indépendance, quel bilan faites-vous de notre stabilité politique, économique, sociale et bien d'autres, dans bien d'autres secteurs? Ouais, je pense qu'en termes de bilan, c'est un bilan en dents de scie. C'est un peu mitigé parce que les premières années de notre indépendance, nous avons balbutié. Il faut voir que les premières années de 1960 à 1972, ça a été caractérisé par vraiment une instabilité notoire. Est-ce que vous voyez donc? Et avec, par exemple, le conseil présidentiel qui dirigeait le pays, beaucoup de coups d'État aussi. Donc, c'est une instabilité. Bon, mais aussi avec des changements de régime. En 1972, avec le coup d'État du 26 octobre, l'arrivée du pouvoir du président Kérékou, on a eu une sorte de stabilité, mais dans un environnement que j'allais dire un environnement de dictature militaire. Donc, une stabilité forcée, une stabilité sans vie démocratique, pour moi, c'est aussi une instabilité. Est-ce que vous voyez? Parce que la preuve, c'est que il y avait eu beaucoup d'exilés et de dehors, il y a beaucoup d'activités qui ont perturbé donc la marche de la révolution dans notre pays. Donc, mais comme le Bénin est toujours un pays, comme je dis, un pays béni, en 1990, il y a eu le retour à la démocratie, que nous avons appelé le renouveau démocratique. Et depuis, nous pouvons, moi je peux dire que les choses vont beaucoup mieux maintenant.
Nous avons une stabilité politique. Nous n'avons pas trop de changement de régime comme ça, mais on a eu des changements, on a eu des alternances au pouvoir. Donc pour moi, c'est un bilan plutôt mitigé, mais un bilan positif globalement. Alors récemment, ça rassure pour l'avenir, et il faut continuer à renforcer, à maintenir la démocratie, l'état de droit, est-ce que vous voyez, les libertés, c'est-à-dire la voie citoyenne, et poursuivre les réformes qui sont actuellement en cours. Donc, pour moi, c'est un bilan vraiment globalement positif. Mais il y a de nouveaux facteurs avant, Eric, qui font qu'aujourd'hui, la souveraineté de notre territoire semble un peu menacée. Je veux parler des défis sécuritaires dans le nord de notre pays, par exemple. Vous avez été aux affaires, commandé l'armée, ministre de l'armée. Dites-nous, en termes de solutions concrètes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de régler ce problème? Écoutez, dans le contexte actuel de la sous-région, c'est très difficile. Parce que quand moi, j'étais aux affaires, dans le cas de Boko Haram au niveau de lac Tchad, ce qui a permis de disperser Boko Haram, c'est parce que les pays se parlaient. Il y avait le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le Niger, le Bénin qui venait en appui, parce qu'on n'était pas directement concernés. Mais les échanges de renseignements ont permis de venir au bout de Boko Haram. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, Boko Haram pouvait venir rafler plus de 300 personnes et qu'ils disparaissent. Venaient tuer ou brûler des villages entiers. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez encore Boko Haram? Ils ont été dispersés, ont immigré vers le Mali et ils ont fait jonction avec l'autre, c'est AQMI qui était de l'autre côté. Et c'est eux aujourd'hui qui, en tout cas, forment les groupes terroristes que nous voyons. Alors, si les pays concernés ne se mettent pas ensemble pour définir des stratégies communes de lutte contre le terrorisme, nous ne serons pas au bout de nos peines. C'est fondamental, c'est crucial. Et c'est ce que je regrette, que le Niger, le Burkina, surtout c'est eux qui sont frontaliers avec le Bénin, aient rompu le dialogue avec le Bénin. Et c'est là encore, je reviens sur l'appréhension de la question de l'intérêt général au-delà de nos égos personnels et individuels. Nous, les chefs d'État, ne devraient pas se regarder en fonction des relations interpersonnelles qu'il y a entre eux, mais en fonction des relations diplomatiques qu'il y a entre les pays. Et ils sont obligés de se soumettre à ces conditions-là. Donc, pour moi, le Bénin fait ce qu'il peut faire pour rassurer ses voisins. Les autres devaient faire de même. Mais, je sais, il y a aussi des mains invisibles qui empêchent le dialogue entre les chefs d'État. Qui ont intérêt à ce que ça soit maintenu comme ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce n'est pas les chefs d'État qui sont tués sur le champ de bataille. Ce sont nos enfants, ce sont nos parents. Ce sont nos frères. Donc c'est des sacrifices. Quand les gens disent que certains font des sacrifices, ce n'est pas qu'ils le font directement. De par leur action, ils font des sacrifices humains. À propos d'ancien ministre de la Défense, à prendre sans doute au sérieux. Ces dernières années, dans ses discours, Patrice Talon n'a pas manqué d'insister assez souvent sur le nouvel état d'esprit des Béninois. Un peu plus d'engagement aujourd'hui à prendre notre destin en main. Vous pensez que c'est le cas? Tout à fait. Je suis fier. Moi, je n'ai jamais été complexé de ma vie. Et c'est d'ailleurs ce que les gens me reprochent. Ils disent, je fais le prince. Non, moi, je te regarde les yeux, directement dans les yeux. Moi, j'ai eu à collaborer avec la coopération française, la coopération belge. Les coopérants qui venaient, il faut leur demander. Moi, je n'ai jamais baissé les yeux devant qui que ce soit. C'est ça, la souveraineté. C'est ça. Ce n'est pas de rompre les relations avec tout le monde, mais c'est de pouvoir parler d'égal à égal avec votre interlocuteur, qu'il soit blanc, jaune ou je ne sais quoi. Donc c'est ça, de pouvoir défendre l'intérêt du pays. Nous n'avons pas d'amis. Un pays n'a pas d'amis. Un pays n'a que des intérêts. Mais en interne, est-ce que vous avez senti une progression de nos mentalités aujourd'hui? Ça commence à venir. Moi, je suis convaincu que les populations commencent. Parce qu'au début, vous avez vu avec quelle... j'allais dire maladresse, les gens ont critiqué le gouvernement du Bénin, mais aujourd'hui, de moins en moins, les gens commencent par soutenir.
Vous avez vu même mon jeune frère Bertin Corvi, qui avait fait le combat, mais qui aujourd'hui, mais je l'ai même entendu dire que si la frontière n'est pas ouverte, pourquoi les véhicules, comment on les appelle, nigériens, les bus nigériens là, pourquoi ils viennent au Bénin? Que s'il était à la place du président Talon, il aurait arrêté cela. Donc, vous voyez, donc, c'est l'état d'esprit de tous les Béninois pratiquement aujourd'hui. Les Béninois commencent par soutenir, à comprendre le président et à le soutenir dans ses actions. Alors, nous allons parler maintenant un peu UPR, vous avez commencé par le dire, les réformes qui ont porté leurs fruits aujourd'hui. Mais quelle a été la partition jouée par votre parti, l'Union progressiste, le Renouveau, dans la promotion de ces réformes à leur talent? Vous savez d'abord que c'est un membre de l'Union progressive, le Renouveau, qui est président de la commission des lois. Donc, l'Union progressive, le Renouveau, à travers ses députés à l'Assemblée nationale, ont soutenu cette loi, l'ont défendue. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dire totalement que c'est du fait de l'Union progressive, le Renouveau, mais il y a aussi le BR, donc les députés de la mouvance dans son ensemble. Et donc, pour moi, je pense que l'UPR aujourd'hui, pour moi, c'est le plus grand parti politique du Bénin. C'est le parti le mieux organisé. Je vous l'ai dit au début de cette émission. Je sais comment ça se passe ailleurs. Je suis quand même un politicien, je vois de part et d'autre. Mais ce qui se fait au niveau de l'Union progressive, le Renouveau, j'encourage le président Diogbenou à continuer dans ce sens, à être toujours en contact avec les populations, à aller vers les populations pour leur expliquer le bien fondé des réformes, même avant que ces réformes ne passent au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ça le rôle d'un parti politique. Puis après, faire la vulgarisation des lois. Alors bientôt vous serez dans l'épreuve du choix de candidats pour la présidentielle. Vous avez dit tout à l'heure que l'erreur qui a été, en tout cas, que vous avez payé cher au niveau de la mouvance d'alors, c'est que le choix n'a pas été fait à l'interne pour essayer d'en discuter et tout. Si on fait un choix à l'interne aujourd'hui, vous êtes sûr que ça va marcher comme sur des chapeaux de roue, que toute la mouvance va se mettre derrière et que la machine va fonctionner normalement pour une victoire certaine? Non, politiquement, ce n'est pas évident. C'est pourquoi il faut toujours un chef pour donner la direction à suivre. Et je n'ai pas dit que le président d'alors n'avait pas le droit de proposer ou de désigner quelqu'un. Mais c'était de faire en sorte que la désignation soit... Même concertation, c'est même beaucoup. On soit informé à temps. Est-ce que vous voyez? Qu'on ne soit pas surpris. Hein? Par exemple, le président Talon est en train de dire, je peux choisir même en dehors de la mouvance. Je ne peux pas choisir autour de moi. Donc tout le monde sait à quoi s'attendre aujourd'hui. Donc là, quand ça va venir, le temps est passé. Hein. Ici aussi, tout le monde attend. Depuis, ça ne se fait pas. Oui. Le temps se pose des questions. Oui, non, les questions auront leur réponse au plus tard en octobre. Et je crois qu'aujourd'hui, le président est en train de se concerter avec les instances supérieures des partis. Il peut pas... Je sais qu'il y a des concertations. Mais c'est un secret de couvent. Donc on ne peut pas venir exposer ça sur la place publique. Le président... Mais qui peut venir aujourd'hui exposer sa stratégie politique sur la place publique? Non, même le président ne peut pas le faire. Mais seulement qu'il est en train de faire en sorte de convaincre que c'est pour lui le résultat qui compte. Et si nous-mêmes, cadres de ce pays, nous sommes conscients, nous devons quand même accompagner ça. Si c'est le résultat qui compte et qui pense que l'un d'entre nous est meilleur pour apporter ce résultat, pourquoi ne pas le soutenir? Mais nous, on était convaincus que... Et puis s'il désigne, on pourra lui dire, bon, ok, du point de vue électif, est-ce que ça peut marcher? Si on traverse les élections, personne n'est capable. Si on ne traverse pas, on fait comment? Est-ce que vous voyez? On peut lui suggérer ça, il peut apprécier. Hein? Mais amener, bon, comme nous on a fait, ça n'a pas été facile. Hein? Donc je pense que le président Talon va prendre leçon du passé, de ce que les autres ont fait aussi pour prendre sa décision. Oui, Théophile Yaourou, ancien ministre, membre de la direction exécutive nationale,
est du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous êtes notre invité sur Zone Franche de ce dimanche. Un mot pour conclure. Bon, je voudrais vous remercier avant tout, toute la presse béninoise, surtout par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui à la place du défilé sur le boulevard de la Marina. Les journalistes de plus en plus, c'est vrai, vous avez beaucoup de moyens aujourd'hui, mais il y a aussi il y a du professionnalisme. Oui, par rapport à avant, oui. Par rapport à avant, oui. Mais nous constatons des jeunes très dynamiques qui font bien leur travail. Et moi, j'apprécie cela, j'encourage cela. Maintenant, par rapport à la population béninoise, moi, je voudrais dire que le Bénin est un seul. On n'a pas deux pays. Si certains peuvent en avoir, mais nous n'avons pas deux pays. Et ce qui fait notre fierté aussi au Bénin ici aujourd'hui, c'est la façon dont nous avons obtenu cette indépendance-là. Nous devons être fiers de notre pays. Nous devons être fiers de nos dirigeants qui, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais je demande encore au peuple béninois d'être encore plus fier du président Talon. Je l'avais dit une fois ici encore. J'ai dit, quand je suis revenu à l'Amboine, j'ai dit, mais la façon dont le monsieur là travaille là, ce qu'il a dit là, il risque de l'obtenir à la fin de son mandat. Parce qu'il nous a dit qu'il sera porté en triomphe. Mais le pas qu'il a commencé par poser, s'il continue comme ça, il sera porté en triomphe. Et aujourd'hui, j'ai vu le président Patrice Talon porté en triomphe. Aujourd'hui, j'étais devant le tribunal, la voie qui mène vers le palais présidentiel. Il fallait voir la foule, les citoyens béninois qui sont venus pour exprimer au président leur soutien. Franchement, j'étais ému parce qu'au début, on n'observait pas cela. Donc, pour moi, le président a été déjà porté au triomphe parce que le pas qu'il a posé, tous les Béninois ont compris que c'est un sacrifice que nous avons fait. Et ce sacrifice-là n'a pas été vain. Nous avons vu les résultats. Le pays est porté à l'international. Partout aujourd'hui, on parle du Bénin en termes d'avancée, en termes de croissance économique, en termes de maîtrise des facteurs de production. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Et je remercie le peuple béninois pour tout ça, son amour pour notre pays. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre Éric Guédénon. C'est Merci la à vous, fin de cette émission. Nous remercions également toute l'équipe de réalisation et vous, surtout téléspectateurs qui étaient restés du début jusqu'à la fin. On se reprend dimanche prochain avec un autre invité. N'oubliez pas de suivre le reste des programmes de Canal 3 Télévision. À bientôt. Armel Biti Boto Asogba, bonsoir et merci d'avoir accepté de partager ces quelques minutes avec nous. Bonsoir, M. Gama. Qu'est-ce que vous nous offrez comme cadeau en guise de thème aujourd'hui? Notre cadeau, c'est l'âme existe parce que Dieu l'aime. L'âme existe parce que Dieu l'aime. Qu'est-ce qui justifie ce thème? Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes des âmes, des entités divines, des particules de Dieu. Et Dieu nous témoigne cet amour à tout instant pour la simple et unique raison que nous sommes sa créature. Le thème veut aussi dire simplement à tous les téléspectateurs que Dieu ne nous met jamais dans une situation pour nous faire du mal. L'âme est une divine parcelle de Dieu. Il ne nous reste qu'à vous y reconnaître. Et pour vous reconnaître comme divine parcelle de Dieu, vous devez d'abord